Tout peuple colonisé, c'est-à-dire au sein duquel a pris naissance un complexe d'infériorité qui fait de la mise au tombeau de l'originalité culturelle locale, se situe vis-à-vis du langage de la nation civilisatrice, c'est-à-dire de la culture métropolitaine. Le colonisé sera d'autant plus échappé de sa brousse qu'il aura fait sien les valeurs culturelles de la métropole. Il sera d'autant plus blanc qu'il aura rejeté sa noirceur, sa brousse, nous rappelle Fanon dans Peau noire, masque blanc, page 72. Mais ne relève-t-il pas de l'apport pour des penseurs décoloniaux de revendiquer leur aspiration à l'autonomie dans le langage même qui a permis de les assujettir? André Aziz Yazou, ne soumettons pas d'autant mieux que le soumis consent à adopter le langage de celui qui le place en condition de subordination. Ces résistances, vous l'aurez compris, le thème qui nous réunit aujourd'hui est d'une importance particulière, au point même de me faire oublier les bonnes manières. Alors bonjour tout le monde et bienvenue dans votre programme l'ASPAC Séminaire. C'est un immense honneur pour nous de poursuivre avec vous le cycle de séminaires portant sur le thème général et ses critiques sur l'ordre du discours juridique en Afrique noire francophone. Mais avant tout développement, au fond, si vous me le permettez, j'aimerais adresser mes sincères remerciements aux deux laboratoires sans la collaboration desquels ces panels de haute qualité n'auraient pas eu lieu. Il s'agit du laboratoire de recherche, laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs, Afrique Diaspora de l'ASPAC, qui est un laboratoire de recherche interdisciplinaire de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. Le LASPAC impulse une recherche dynamique sur les questions liées à la transformation digitale, au genre, à la démocratie, à l'édition scientifique, aux politiques publiques, au panafricanisme et aux relations internationales. C'est dire donc qu'il accorde une grande importance à la formation des jeunes chercheurs et au partage des savoirs. Les différentes riches discussions qu'il organise donc dans le cadre de ces cycles de séminaires répondent à ce double objectif, en faisant d'abord office de vitrine pour les travaux de recherche des doctorants et par ailleurs en permettant par le truchement de ces canaux de communication un accès effectif de ces travaux en un large public. Et pour clore le chapitre des remerciements, il convient de citer le laboratoire auquel je suis affilié, le laboratoire d'études et de recherche critique sur le droit en Afrique, oui, Adjadikouassi dans le LERC d'Ankat. Nouvellement créé, le LERC, pour le dire d'une manière synthétique, se donne pour ambition de promouvoir en Afrique une science du droit qui se veut non seulement plus sensible à l'apport des autres disciplines des sciences sociales dans la définition de la juridicité, la pluridisciplinarité, mais aussi et surtout de penser une science du droit plus soucieuse des réalités socio-anthropologiques, c'est-à-dire de réécrire le droit africain à partir de ses propres catégories juridiques. Grâce aux efforts combinés de ces deux laboratoires, mes collègues et moi sommes aujourd'hui en mesure de vous partager les modestes fruits de nos recherches. Ceci étant dit, permettez-moi de me présenter. Je suis Absan Djenebokowar, doctorant en droit privé à l'Université Anta Diop de Dakar, avec un sujet de thèse qui a pour thème responsabilité civile et assurance au Sénégal. Mais nous aurons l'occasion d'en discuter davantage dans les séminaires à venir. Pour ce matin, il convient de discuter essentiellement du rapport qui pourrait exister entre les langues locales et le savoir juridique. Professeur Fatou Kiné Camara a déjà posé les bases théoriques dans un précédent séminaire qui avait pour thème langue africaine et sciences juridiques. Aujourd'hui, il conviendra donc d'aller de l'avant, de progresser, de pousser la réflexion un peu plus loin sur un terrain donc beaucoup plus pratique, celui de l'identification de la ou des langues locales envisageables, ainsi que de leur praticabilité ou de leur faisabilité sur le plan technique. Ce qui est une considération qui ne manque pas d'intérêt et qui légitime par la même occasion plusieurs interrogations. D'abord, la question sur les enjeux de cette intégration des langues locales, l'accessibilité des langues locales. Ensuite, leur efficacité en tant que canal de production et de transmission du savoir juridique. Et ensuite, comment réaliser techniquement cette intégration, ce qui mènera nécessairement à la recherche de l'existence d'éventuels écueils ou freins qui pourraient rendre ardue cette entreprise. Par exemple, la pluralité des langues locales, quelle langue choisir et que poids, leur considérabilité avec la tradition romano-germanique qui regorge de concepts qui sont souvent méconnus de nos langues locales. Et une fois l'ensemble de ces questions réglées, se posera la question sur le devenir du français dans la production du savoir juridique. C'est en vue d'apporter des réponses satisfaisantes à toutes ces questions soulevées que l'intérêt s'est posé pour nous de réfléchir sur la thématique suivante. Entre le français et les langues locales, étude de cas sur l'intégration linguistique dans la production et la diffusion du savoir juridique au Sénégal. Le choix du Sénégal comme terrain de réflexion en lieu et place de l'Afrique subsaharienne, loin de relever de caprices et d'ordre technique.
Pour l'ensemble des considérations que l'on vient de soulever, limite considérablement nos possibilités parce que nécessite une certaine connaissance des langues locales, des langues envisageables autant que moi. Le séminaire sera animé par Dr Adjaratou Oumar Saleh Diaw, qui est maître de recherche au laboratoire de linguistique de l'IFAN de l'Université Anta Diop de Dakar. Ses travaux portent sur la description et la documentation des langues, les politiques linguistiques et éducatives, la terminologie et la traduction des langues nationales du Sénégal. Elle coordonne le projet Saint-Terminaux, banque de données terminologie et de traduction, dédiée à la production et à la diffusion des ressources linguistiques et terminologiques en langue africaine. Une initiative de recherche-action visant à enrichir, outiller et connecter les langues nationales dans les domaines de l'éducation, de la science et du numérique. Membre active de plusieurs réseaux nationaux et internationaux, elle inscrit ses recherches dans une approche articulant langue, culture et développement, avec un accent particulier sur la didactisation du patrimoine immatériel, la recherche terminologique et la formation bilingue et multilingue. C'est un immense honneur, docteur, de vous recevoir aujourd'hui pour discuter d'un thème aussi important. Sans plus tarder, nous allons vous donner la parole. Vous disposerez plus ou moins de 45 minutes pour nous faire l'économie de votre pensée, après quoi nous passerons à une session d'échange avec le public. Docteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, on va donner la parole. Bonjour, mesdames et messieurs, chers collègues, chers participants qui nous suivent en ligne. Je suis très honorée aujourd'hui et très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui au laboratoire du LASPAT pour vous parler d'un sujet important entre le français et les langues locales, étude de cas sur l'intégration linguistique et culturelle dans la production et la diffusion du savoir juridique au Sénégal. C'est un sujet qui se situe à la croisée de deux disciplines, donc de deux mondes, celui du droit et celui des langues. Je ne suis pas en fait juriste de formation, parce qu'on va parler de savoir juridique au Sénégal. Je suis linguiste, comme vous m'avez présenté, et mon terrain naturel est celui de la description des langues, de la morphologie, comment sont formés les mots, des significations, de la sémantique, des structures culturelles. Après, j'ai fait aussi de la documentation. Mais à force de travailler avec des juristes, d'écouter leur raisonnement, de lire leurs textes et de dialoguer avec eux sur le terrain, j'ai commencé à mieux comprendre des enjeux profonds du droit et surtout son lien vital avec la langue et avec la société. Alors aujourd'hui, je viens partager avec vous un regard peut-être différent, mais complémentaire, celui de la langue, de la culture, de l'accès du citoyen au droit. Parce qu'au fond, une loi que l'on ne comprend pas est vraiment une loi qui nous protège. Et comment construire une justice forte si elle ne parle pas la langue du peuple? Et c'est autour de ces questions que nous allons échanger aujourd'hui. Je suis ici aujourd'hui avec M. Ahmed Diouf, le professeur M. Ahmed Diouf, avec qui j'ai longtemps travaillé, depuis pratiquement plus de 4 ans, sur les lexiques juridiques que nous essayons de mettre en place. C'est un ouvrage qu'on va sortir d'ici peu. Et donc, pour vous dire beaucoup, c'est avec lui, grâce à lui, que je vois vraiment les enjeux des notions juridiques et la langue, le lien entre langue et droit. Donc là, il est là avec moi. Peut-être au cours des interventions, il pourra apporter sa touche et pour parler un peu plus de ce livre-là et de ses ouvrages et de ses travaux qu'il poursuit et qu'il fait. Donc, passons à la présentation. Donc, entre le français et les langues locales, la question de l'intégration linguistique et culturelle du droit au Sénégal révèle bien plus qu'un problème de traduction. Elle met en jeu la compréhension même de la justice et de la citoyenneté dans un pays où le droit s'écrit en français, mais se vit et se discute en wolof, en pulaar, en sérère ou en joola, et dans les autres langues également. La distance entre la norme et la vie quotidienne devient ainsi une fracture linguistique, cognitive et sociale. Ce décalage linguistique et culturel crée une fracture profonde entre le droit officiel et le droit vécu, entre la norme écrite et la norme pratiquée. Comment comprendre et alors interpréter ou appliquer un texte juridique lorsqu'il n'est pas accessible dans la langue de ceux qu'il concerne? Cette interrogation, qui semble technique, est d'abord existentielle, parce que moi-même, en tant que chercheur formé, et à consacrer ma vie depuis l'enfance à apprendre le français, à l'écrire, à enseigner en français, je constate avec étonnement que moi-même,
je peine parfois à cerner l'étendue de mes droits et de mes devoirs en tant que citoyenne, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que professionnelle. Que dire alors de mes frères et sœurs sénégalais qui n'ont pas eu la chance d'accéder à une éducation formelle ou qui n'ont jamais été scolarisés? Je donne juste l'exemple de ce débat aujourd'hui qui compte tout le temps à la télévision, à la radio. Cette incorporation sémantique qui s'étend même au-delà des tribunaux, parce que depuis quelques temps, en effet, vous voyez que le débat public sur la dette cachée révèle combien les mots du droit et de l'économie sont devenus opaques pour la majorité. La dernière fois, la FMI, la dame du FMI, a parlé de misreporting. Et j'ai vu une émission à la télévision où ce débat a fait pratiquement 15 minutes entre l'avocat et la présentatrice qui étaient en train de discuter sur ce mot-là et qui est traduit de façon très divergente. Pour les uns, qui est une fausse déclaration, pour d'autres, une mauvaise utilisation, une erreur d'interprétation, etc. Donc ce flou lexical montre à quel point la langue peut créer le malentendu, voire le conflit. Et pour éviter les incompréhensions, il faut d'abord définir les mots. Et le droit est d'abord, le savoir juridique est d'abord exprimé en mots. Donc, passons à la diapositive 2. Donc, pour le cadre, en ce qui concerne le cadre théorique, le droit est un discours qui cherche son ancrage dans la langue. On peut parler un peu de notre cadre théorique. Il ne peut être compris et accepté, appliqué que s'il s'inscrit dans un univers linguistique et culturel partagé. Et comme le rappelle Timsit, qui a écrit Savoir et texte, droit, savoir et texte, j'ai oublié un peu, je crois que c'est en 92, j'ai les références en bas du texte. Si l'on retire sa sacralité première, la loi apparaît alors comme un texte vide, pour voir que tout est lié. Une structure linguistique en quête de sens et d'interprétation. Une question fondamentale à se poser dans un pays qui se veut souverain est alors comment assurer une véritable appropriation du droit par les citoyens dans un contexte où la langue de droit reste étrangère à la langue de la majorité. Les expériences communautaires montrent qu'il existe d'autres formes de normativité, enracinées dans les langues nationales et dans la parole collective. J'ai travaillé un peu sur la documentation des langues. Et quand on parle de documentation des langues, on documente également la culture. Donc c'est différent de la description. Parce que là, on est dans la culture que porte la langue pour essayer de les documenter. Et chez des Bédiques, j'ai travaillé chez des Bédiques, qui sont ennemis au Sénégal oriental, une petite communauté, une ligne d'environ 3000 habitants, par exemple. J'ai remarqué que la vie sociale est régie par des règles orales précises, qui sont fondées sur la médiation, sur la parole donnée, sur la responsabilité et la réparation. Et beaucoup de conflits se règlent lors des débuts de fêtes luttées que nous avons eu à documenter, à filmer, et qui sont sur la place publique, toujours sur la place publique. Et ces systèmes profondément enracinés dans la culture orale fonctionnent comme une justice de proximité, compréhensible par tous, respectée et appliquée, garantissant ainsi le respect des normes et des équilibres sociaux sans recours à l'écrit. Et ça fonctionne très bien. Et ça, cela n'est pas seulement chez les Bédouins, on voit aussi ça chez les autres, dans les autres ennemis. C'est très fréquent au Sénégal. Donc, notre problématique se situe à ce niveau. L'étude du droit au Sénégal met en lumière une dualité fondamentale entre deux univers normatifs. D'une part, le droit hérité de la tradition française, écrit, codifié et transmis dans une langue étrangère à la majorité des citoyens. D'autre part, le droit coutumier, entré dans les langues nationales, l'oralité et les pratiques communautaires. Cette dualité linguistique et culturelle questionne la légitimité du système juridique et sa capacité à assurer une justice véritablement accessible et comprise par tous. Comment dès lors penser une intégration linguistique et culturelle du savoir juridique qui ne soit pas une simple traduction du français vers les langues locales, mais une véritable refondation de la manière de dire, de penser et de diffuser le droit? Autrement dit, comment réconcilier le droit écrit et le droit oral
sans altérer leurs fondements. Quelles sont les implications linguistiques, culturelles et politiques d'une tradition du droit en langue nationale? Jusqu'où peut-on aller dans cette hybridation sans risquer de fragmenter la norme juridique nationale? Cette interrogation renvoie à un enjeu plus profond, celui de la souveraineté intellectuelle et culturelle. Tant que le droit restera formulé dans une langue inaccessible à la majorité, il restera perçu comme un instrument de domination et non comme un outil de justice. Le défi est donc d'imaginer une justice qui parle la langue du peuple sans perdre son universalité. Notre méthodologie, notre démarche méthodologique adoptée dans cette communication est à la fois linguistique, anthropologique et épistémologique. Et repose sur une approche interdisciplinaire qui vise à croiser les outils de la linguistique descriptive, de la terminologie juridique et de l'anthropologie du langage. Du point de vue linguistique, l'étude s'appuie sur une analyse terminologique de concepts juridiques fondamentaux, tels que les notions de droit d'abord, justice, faute, responsabilité, réparation, autorité, contrat, comment on dit ça dans nos langues, afin d'observer leurs équivalents, leurs nuances et leurs connotations culturelles en Wolof et d'autres langues nationales. Donc je ne dis pas, on parle d'équivalence, c'est-à-dire pas de traduction mot à mot, d'équivalence, c'est-à-dire basé sur la culture de la langue, sur les mots de la langue pour essayer de trouver des notions. Cette analyse mettra en évidence les écarts sémantiques et les risques de déperdition du sens lors de la traduction des droits. Sur le plan anthropologique, l'étude se nourrit de données de terrain et d'observations menées dans des contextes communautaires où le droit coutumier prévaut, comme notamment chez les Bédis, que je viens de mentionner tout à l'heure. Ces contextes illustrent comment les sociétés à tradition orale codifient et régulent la vie collective sans recourir à l'écrit à travers des normes partagées, des médiations et des rituels de réparation. Enfin, la réflexion adopte une perspective aussi également épistémologique. Il s'agit de questionner la manière dont le savoir juridique se construit, se légitime et se transmet dans les sociétés riveraines. Donc, pour parler un peu du plan de la communication, nous allons faire une communication en trois parties. Nous allons parler un peu de la situation linguistique du pays en évoquant la langue du droit et le droit des langues. Nous allons parler du droit vécu, en donnant des exemples de mots et d'exemples de faits communautaires. Nous allons parler enfin des propositions, des recommandations vers une intégration linguistique et culturelle du savoir juridique. Mais il faut d'abord également préciser que cette réflexion ne vise pas à opposer le droit écrit au droit coutumier, ni le français aux langues nationales, mais à penser leur complémentarité. La véritable souveraineté juridique passera sans doute par une refondation linguistique, rendre la voix compréhensible dans la langue du peuple, tout en assurant sa cohérence universelle. C'est à ce carrefour entre langue, culture et justice que se joue l'avenir du droit au Sénégal. Un droit qui doit être dit, compris et vécu par tous. Donc nous allons à notre première partie, langue du droit et droit des langues, un héritage colonial persistant, pour parler un peu de la situation linguistique du pays. Donc le Sénégal, pour revenir un peu sur la de façon globale, pour qu'on parle de linguistique aujourd'hui et de droit, mais je passe par les langues. Le Sénégal présente une grande, tout le monde le dit, tout le monde le sait, une grande diversité linguistique héritée de l'histoire. Nous avons à peu près 25 langues, dont 22 langues sont codifiées. Quand on parle de langue codifiée, c'est-à-dire c'est une langue qui est étudiée scientifiquement et qui est dotée d'un système d'écriture normalisé sur le plan orthographique, sur le plan de la segmentation des mots et sur le plan de la transcription. Et donc cette normalisation assure sa stabilité tout en restant évolutive, bien sûr. Parce qu'au fur et à mesure que la recherche continue, les gens peuvent revenir sur cette orthographie et sur la restitution de ces mots. Et donc, il faut distinguer également les langues, les dialectes et les variantes. Mais pour le moment, pour les langues, nous en avons 25. Pour les variantes, dialectes, nous en avons plusieurs. Parce que rien que pour la langue bédique, par exemple, on a 3 dialectes.
védiques, c'est-à-dire des parlers qui se comprennent, mais qui sont un peu différents. Il en est de même pour le Koudor, pour le Sérère, pour le Diora, etc. Heureusement, depuis 2000, ou même avant, il y a eu des expérimentations d'introduction de ces langues-là dans les écoles, parce que ça a été toujours le français, avec les résultats que vous connaissez, l'échec scolaire, la déperdition scolaire, etc. Mais depuis 2000, les langues nationales commencent à être introduites dans l'école comme langue d'enseignement. L'expérimentation a débuté avec trois langues, le Wolof, le Pulaar et le Sérère, dans les classes culottes, et s'étend aujourd'hui jusqu'à 6 langues nationales. Mais cependant, dans ce paysage linguistique pluriel, le français demeure la seule langue officielle du Sénégal, celle de l'État, de l'administration, de l'école, mais aussi du droit. Ce statut hérité du passé colonial a fait du français la langue du pouvoir symbolique, celle de la norme écrite et de la légitimité juridique. En revanche, les langues nationales, qui sont bien que porteuses de savoir et de logique propre, ont été longtemps confinées à la sphère domestique et communautaire. Cette situation n'est pas sans conséquence. Elle a engendré une hiérarchisation linguistique dans la production du savoir juridique, excluant de fait la majorité des citoyens de la compréhension de leurs devoirs et de leurs droits. Le droit codifié en français s'est imposé comme un instrument d'autorité, plutôt comme un outil de citoyenneté partagée. D'où des problèmes que nous voyons rencontrer tout le temps au Sénégal. Parce que les gens ne comprennent pas le droit. Parce que, tout simplement, la majorité des Sénégalais, alphabétisés ou non, ne comprend pas la terminologie juridique française, souvent complexe et affreux. Ce n'est pas une terminologie juridique de la France, bien sûr, mais c'est une terminologie juridique qui est importée de la France. Donc, c'est toujours la nation française là. Donc, il est vrai que dans la Constitution, il y a beaucoup de choses culturelles dedans, mais c'est encore très abstrait et très complexe. Et écrit dans une langue que les gens ne comprennent pas. Or, un droit qui ne peut être compris n'a ni d'autorité morale, ni efficacité sociale. La langue juridique devient alors un outil d'exclusion, produisant une forme d'injustice linguistique. Les citoyens n'ont pas le même accès à l'information, ni les mêmes capacités à se défendre ou à revendiquer leurs droits. Dans ce contexte, le monolinguisme juridique francophone fragilise la participation citoyenne et mine la confiance envers les institutions. Les jugements, les contrats, les lois, les règlements demeurent opaques pour la majorité, ce qui renforce la distance de plus en plus profonde entre l'État et le peuple. Quelques concepts, on va voir maintenant quelques concepts en droit français et en Wolof. Est-ce que vous avez le préjudice? Les termes juridiques français reposent sur une tradition écrite et romaniste. Leur transposition en Wolof. La transposition en Wolof rencontre des limites, comme on vient de le dire, absence de termes équivalents, stricts, différence de conceptualisation du lien social, oralité normative, centralité de la communauté plutôt que de l'individu. Et cette non-coïncidence sémantique crée une zone de friction entre deux rationalités normatives. Le droit institutionnel, écrit, codifié, étatique, et le droit social, coutumier, relationnel et communautaire. L'examen des équivalents Wolof que nous vous montrons aujourd'hui sur l'écran, de notions juridiques françaises, révèle des différences profondes dans la manière de concevoir le droit. Par exemple, le mot jugement, qui signifie athée, renvoie à la fois au procès et à la décision, avec une forte dimension orale et communautaire, où l'objectif premier est de restaurer la restauration de l'accueil social. Le contrat, donc les mots en Wolof sont beaucoup plus porteurs que les mots en français. Le contrat, kayitu dige. Dige, c'est la promesse. Donc, cela, la promesse, en général, la promesse est toujours orale. C'est souvent la promesse orale. Et donc, ça repose moins sur l'écrit. Pourtant, le contrat est écrit. Mais quand on dit dige, kayitu dige, ça repose moins sur l'écrit que sur la promesse et la confiance, que sur la promesse et la confiance. Donc, la parole engage d'ici moralement et socialement. Sa violation n'est pas seulement juridique, mais d'abord une atteinte au lien social. Donc la parole est sacrée ici, dans le contrat. On l'a conceptualisé par kayitu dige. Le règlement ou code, qu'on a dit soit Sartre ou bien Sarto,
n'est pas perçu comme un système écrit abstrait, Sartre, donc je parle des mots en wolof, mais comme un ensemble, Sartre, de règles situées, négociées collectivement, notamment au pinch, espace de délibération et communautaire. Je ne sais pas si c'est la même chose en français, mais en tout cas, quand on dit Sartre en wolof, c'est un peu ça. La loi, yon, qui signifie le chemin, la voie, juste, plutôt, l'ordre du monde, dépensant la seule norme écrite pour englober le destin social et l'équilibre du groupe. La faute tonnière est d'abord un tort causé à autrui, touchant l'honneur et appelant réparation sociale avant de relever des responsabilités techniques. Peut-être mon collègue Ahmed Diouf, après, il va revenir un peu sur ces mots-là, sur lesquels on a travaillé ensemble. Nous avons aussi la notion de responsabilité, qu'on a un peu conceptualisée par Togdiouf, ou bien Fétéo, qui est pensée de façon collective, on répond en groupe, au nom des liens de parenté et de solidarité. C'est ça la notion de responsabilité, comme Togdiouf Fétéo dans nos langues. La propriété, moi-même, signifie appartenir en relation et non posséder de manière absolue. L'usage collectif et familial demeure central. La liberté, est-ce qu'on a même la notion de liberté dans nos langues? Est-ce qu'on a la notion de liberté dans nos cultures? Parce que là, quand on parle de liberté, on te dit que comment on parle de liberté? Les gens vont te dire yatouaï, ou bien djambou, ou bien djam. Ce sont des concepts qui renvoient à l'élargissement, à l'affranchissement et à la paix sociale, et non à l'autonomie individuelle, comme on le voit en la liberté absolue, comme dans les pays européens. Ouais. Elle est indissociable de l'harmonie communautaire. La preuve, firnde, repose autant sur des signes visibles que sur le témoignage et la réputation. La vérité est construite par la communauté. Il y a également la sanction, également la nullité, qui exclut l'idée de dissoudre un acte, une vice, pour établir la sincérité du lien et l'équité entre parties. Donc les mots en wolof sont beaucoup plus parlants que les mots en France. Donc c'est ça. Donc, en ce qui concerne la question de l'appropriation, comment le langage juridique éloigne les citoyens de la société? Le droit formulé dans une langue étrangère devient toujours un territoire réservé aux initiés. Quand on dit par les juges, des avocats, des notaires, des universitaires, qui sont là, qui comprennent mieux le droit. C'est-à-dire c'est un territoire qui est réservé à eux. Et le français juridique, par sa technicité et son abstraction, constitue un obstacle à l'appropriation citoyenne, nous l'avons déjà dit, du droit. Donc là, nous allons passer à notre deuxième partie, le droit vécu, les normes communautaires et les justices traditionnelles, pour voir un peu ce qui se passe dans la société wolof, avec les mots du droit à wolof. La parole, la médiation, le lien social qui existe. Et on a dégagé 3 principes dans la tradition orale wolof, parce que le droit est avant tout un ordre de parole, avant d'être un code écrit. Et la justice repose sur 3 principes. La médiation d'abord, incarnée par les aînés, kilifa, garant de l'équilibre social. La réparation, qui restaure le lien plutôt que de punir. La parole donnée, diée, comme on l'a dit tout de suite, comme un contrat moral. Ces 3 principes sont des principes d'équilibre et de cohésion qui privilégient la parole donnée, la médiation et la réparation à la place de la sanction punitive. La médiation incarnée par les aînés vise à maintenir la paix et à restaurer la confiance entre les membres du groupe. Ces figures d'autorité morale détiennent un pouvoir symbolique fondé sur le respect de la jeunesse, non sur la coercition. Maintenant, les gens n'ont plus respect au droit de l'Église. La réparation également occupe une place centrale. Elle ne cherche pas à effacer la faute, mais à restaurer le lien social. L'objectif n'est pas de punir, mais de rétablir l'équilibre rompu. On parle de settle down, de rendre propre au sens de purifier la relation. C'est pour ça, par exemple, quand on va chez les bédiques, je donne toujours l'exemple avec eux que j'ai fait mes recherches, lors des cérémonies rituelles, à chaque fois, les débuts des cérémonies, surtout notamment le gamon qui est une fête du début des pluies, de la saison des pluies. Et c'est là où on fait les réparations. C'est là où on règle les conflits. Et à chaque fois, c'est comme si il y a une communication entre le peuple et la communauté et Dieu.
Parce qu'à chaque fois, à la fin de mort, à chaque fois, régulièrement, à la fin de ces cérémonies rituelles-là, le dernier jour de ces cérémonies, c'est en général ce dernier jour-là où les pluies commencent à tomber. Donc ça, c'est signe vraiment de notre patrimoine. C'est des choses qu'on ne peut pas expliquer de façon rationnelle, mais c'est des choses qui sont là, qui existent. Enfin, la parole donnée, qui est exprimée par le mot diguer, constitue une forme de contrat moral. Et dans une société où l'oralité fonde la norme, diguer ne renvoie pas seulement à la promesse, mais à l'engagement sincère qui lie l'individu à la communauté. Donc il y a cette notion d'honneur, la parole donnée. Nous avons également le mot yon, chemin, qui désigne à la fois la voie morale et la norme juridique. Marcher dans le droit chemin, yon, signifie, doxal yoon, marcher dans le droit chemin signifie agir selon la règle sociale, c'est suivre la voie du bien, celle de la justice et de la réparation et du respect des règles communes, alors que jàddum yoon, infraction, donc on a traduit par infraction, on a traduit par jàddum yoon, traduit littéralement l'acte de sortir du chemin, signifie commettre une infraction. Et ainsi, dans la conception coutumière, la justice n'est pas un appareil de contrainte, mais un art de maintenir la marche du groupe dans le droit chemin. Il y a également la figure de la mère. L'analyse de notre corpus révèle que la notion de ndey, la mère, occupe également une place centrale dans la pensée juridique wolof. La mère n'est pas seulement un lien biologique. La mère, elle est la génitrice, mais elle est une matrice du sens et de la norme, le principe de l'ordre social. En wolof, la constitution est appelée ndeyu àtte, n'est-ce pas? La mère du jugement. Le conseil constitutionnel devient ainsi kuréel gi saytu ndeyu àtte ji, le groupe qui protège la mère du droit. Quand on fait la tradition mot à mot. Ces métaphores métaphoriques montrent que la constitution est la source suprême du droit, qui enfante la notion de matrice, toutes les autres normes. Elle traduit aussi un rapport affectif et sacré au texte fondamental. Attaquer la Constitution, c'est offenser la mère du pays. Ici, la loi apparaît comme une figure protectrice et éducatrice plutôt que punitive. En général, nous, quand on voit la loi au Sénégal, c'est comme quelque chose de punitif, alors que la loi est parfois, dans nos traditions juridiques ou dans les langues du Sénat, est plutôt protectrice et éducatrice aussi. Et dans l'usage populaire, on parle de ndey ji réew, la mère du pays, ou bien le gouverneur. Parfois, on le nomme ndey ji réew. Et ensuite, il y a également cette expression ndey ji réew qui désigne soit peut-être l'État ou bien le gouverneur, n'est-ce pas? Cette expression représente le pouvoir comme une figure protectrice. La mère est responsable de ses enfants citoyens. C'est mon interprétation personnelle, pas que moi je suis linguiste littéraire. Donc, elle traduit une vision maternaliste de l'autorité. Gouverner, c'est nourrir, c'est éduquer, c'est protéger, mais ce n'est pas dominer. La mère du pays incarne ainsi stabilité, soin et responsabilité envers la communauté. Nous avons également la notion c'est pas seulement, la notion de mère n'est pas seulement positive, hein, il y a aussi d'autres mots. Il y a également le terme ndukute, par exemple, qui signifie la personne morale. Ndukute. Par exemple, quand on dit qu'on namp mam, qui est ndukute là, je ne sais pas si je ne me trompe pas, qui est ndukute là, qu'on namp mam, c'est proverbe comme ça, qui est ndukute là. C'est-à-dire, qui symbolise un peu la personnalité fictive. Voilà, la mère qui n'est pas là. L'exemple donné est celui qui n'a pas de mère et peut-être sa grand-mère. Juste une telle personne n'a pas de naissance naturelle. Donc ce mot qu'on a décrit par donc la personne morale, une entité non née biologiquement, mais créée par la loi. Et linguistiquement, il s'agit d'une métaphore de substitution. L'absence du numère renvoie à un instance juridique artificiel. Vous voyez?
Donc, il y a aussi la notion de sac, c'est-à-dire le receveur, ou bien celui qui a été complice ou inspirateur d'un délit, lay tchatch. Donc, la mère revient toujours, que ça sur le plan positif ou sur le plan négatif. Et cette métaphore souligne qu'une faute n'est jamais isolée. Elle a une origine, quelqu'un qui l'a encouragée ou permise. Elle correspond à la responsabilité indirecte ou à l'instigation en droit moderne. Sur le plan culturel, elle reflète l'idée que l'acte et son contexte moral sont indissociables. On juge non seulement celui qui vole, mais aussi celui qui a rendu le vol possible. Cette structure sémiotique illustre une philosophie du droit vivant où la justice est un organisme social, elle naît, elle se nourrit, elle protège et corrige. Intégrer cette vision dans la réflexion contemporaine sur l'accès du droit, c'est affirmer que la langue n'est pas un simple instrument de communication, mais le corps même du droit. Celui qui porte la mémoire, la justice et la souveraineté culturelle des peuples. Le corps, la parole et les liens sociaux deviennent des supports d'un système juridique profondément enraciné dans la vie communautaire. Et ce sont des notions qu'on doit commencer à enseigner à nos enfants, dès l'école. On ne peut pas venir comme ça et dire oui, il faut traduire les notions en droit, etc. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est comme ça, pas comme ça que les choses vont changer. Ces termes-là, il faut les mettre dans des mains simples et les mettre dans les livres de l'école aux enfants pour former l'enfant dans 50 ans, l'adulte de 50 ans. Donc c'est à partir de maintenant qu'on doit commencer. On devrait commencer depuis. Ensuite, passons là. Il y a d'autres termes, bien sûr, juridiques. Maintenant, nous allons il y a d'autres, bien sûr, il y a d'autres termes juridiques, il y a la notion de diguer, il y a la notion de ngal, c'est-à-dire une sanction, la sanction positive, une sanction négative, il y a la notion de ndayombilvi, c'est-à-dire celui qui a commandité un délit. Toutes ces notions-là pendant que c'était pas des choses évidentes. Il faut connaître la culture, il faut connaître la langue même pour pouvoir trouver des notions en droit. C'est pas toujours évident de faire la traduction des termes juridiques. Donc, nous allons maintenant dans à notre troisième partie, pour des vraies intégrations linguistiques et culturelles du savoir juridique. Donc, quand on traduit le droit en langue nationale, on ne traduit pas seulement les mots, comme nous l'avons vu, on traduit une façon de rendre justice. Et traduire le droit, ce n'est pas simplement changer de langue. C'est faire dialoguer deux visions du monde. Le droit écrit, codifié en français, et les pratiques sociales, morales et communautaires exprimées dans les langues nationales. C'est pour ça que je disais tout ce que c'est pas toujours évident. Il faut bien connaître la langue, il faut bien connaître la culture. Dans la tradition de textes juridiques sénégalais, nous passons d'un système fondé sur le texte et la norme à des langues où la justice se vit dans la parole, l'honneur, la médiation et la réparation. Cela fait de la tradition un travail sensible. Comment faire entrer des concepts juridiques modernes dans des mots qui portent déjà une histoire qui devait forte. Traduire le droit, c'est clarifier sans réduire, c'est transmettre sans dénaturer, c'est rendre intelligible sans perdre l'âme des langues locales. C'est au fond rapprocher le droit des citoyens dans sa langue comme dans sa pensée. Donc, le premier enjeu que nous avons dans la tradition, c'est la terminologie. C'est tout un enjeu de terminologie. Les termes du droit français, droit, justice, jugement, comptoir, c'est pas du droit français, c'est du droit international maintenant. Mais qu'on a les mots sont en français, n'ont pas toujours d'équivalent direct en Wolof ou dans les autres langues comme le Wolof, le Pulaar, le Sérère, le Joola, etc. La difficulté n'est pas l'absence de mots, mais la divergence de champs sémantiques. C'est-à-dire, un mot Wolof comme yon, qui signifie à la fois chemin et droit, exprime la norme comme parcours moral plutôt que comme code coercitif. De même que athée recouvre à la fois la justice, le jugement et la sagesse en même temps, tandis que digué traduit aussi bien la promesse, le contrat et l'engagement moral. Beaucoup plus complet.
Ces recouvrements sémantiques imposent donc au traducteur de clarifier sans trahir, de rendre intelligible sans effacer la richesse culturelle du terme source. Ensuite, l'autre enjeu est le risque de déformation. Parce que la tradition littéraire de notions étrangères peut conduire à des contresens juridiques. Et beaucoup de gens font de la tradition littéraire en général, mot à mot. Par exemple, parfois on est obligé même, nous aussi, nous-mêmes, de faire la tradition littéraire. Par exemple, si on dit responsabilité pénale, on traduit par tonienne. On voit que c'est quelque chose qu'on doit encore rechercher. C'est que ça, à chaque fois qu'on faisait un travail sur le lexique juridique, on soulignait, on proposait des mots, mais on soulignait tout le temps les mots sur lesquels on devait remédier. Parce que si on traduit responsabilité morale pénale par tonienne dit, faute morale, ça réduit la dimension juridique à la faute éthique seulement. De même que Ndoukoudé, comme on avait dit, pour personne morale, ne désigne pas seulement un être assuré, mais une figure sans mère, c'est-à-dire une création institutionnelle adoptée par la loi. Donc, ce glissement montre la nécessité de médiation terminologique concertée entre linguistes, entre juristes et traducteurs. Nous sommes obligés, nous devons travailler ensemble. La multidisciplinarité maintenant est un must pour le Sénégal. C'est le Sénégal pour se développer. La traduction, pourtant, offre aussi une opportunité d'adaptation parce qu'elle permet de repenser le droit à partir des catégories locales en faisant émerger des équivalents fonctionnels. Par exemple, traduire constitution par Ndeye Até, la mère du droit, ou auteur intellectuel par Ndeye Diack, ne relève pas de la simple métaphore. C'est un acte de contextualisation culturelle. Ces équivalents locaux rendent le droit intelligible, mémorisable et appropriable. La traduction devient ainsi un moyen de restituer aux citoyens la maîtrise de la loi dans sa langue et donc dans sa passé. Numéro Kedwin? Yes, à peu près une dizaine de minutes. Donc, la langue nationale comme vecteur de souveraineté juridique et de citoyenneté éclairée. L'usage des langues nationales permet de rapprocher le droit de la vie sociale, de la culture et des pratiques communautaires. Il renforce la légitimité des normes en les enracinant dans l'expérience du citoyen. Comprendre sa langue, c'est exercer sa citoyenneté. La langue rend la loi proche, permet une appropriation et construit une souveraineté juridique. La souveraineté juridique passe donc essentiellement par la souveraineté linguistique. Le citoyen ne peut pas adhérer à la loi s'il ne la comprend pas. Ainsi, introduire des termes donne au droit des termes culturels, des termes que les gens comprennent, donne au droit une identité locale et accessible. La langue devient ainsi un outil d'émancipation civique permettant aux citoyens de se reconnaître dans la loi, de la défendre, de participer pleinement à la vie publique. L'accès au droit dans une langue comprise par le citoyen est également une condition également essentielle pour la démocratie. Parce que tant que la loi restera écrite, enseignée et appliquée exclusivement en français, une majorité de Sénégalais demeureront exclus du sauvageonneté. Parce que on a encore, l'oralité est très très présente dans nos sociétés africaines. Vous voyez maintenant avec WhatsApp, les gens ont la paresse d'écrire, tout le monde fait des audios. Cette dimension aura la vie encore. C'est prendre le pays. Donc, la langue nationale, au contraire, peut permettre de ramener le droit dans la sphère du vécu, ce qu'on vit, de le relier à la culture, à la famille, à la communauté. Employer les langues nationales dans la diffusion du savoir juridique, c'est reconstruire la légitimité du droit à partir de la société et non contre elle. Cela signifie aussi reconnaître que le français n'est pas seulement la langue capable d'exprimer la raison. Nos langues nationales sont tout autant d'autres de raison. La norme ou l'universalité. Nos langues nationales aussi peuvent faire cela. Chaque langue porte une logique interne, une vision du monde, une capacité à ordonner derrière. Donc, il ne faut pas se faire des complexes à propos de nos langues nationales.
L'état de droit ne s'affermit que si le citoyen se reconnaît dans les mots de la loi. C'est aussi faire en sorte, surtout, que l'usage des langues nationales, que le citoyen non scolarisé puisse comprendre la loi sans réclamer et défendre cela. Donc, et dans cette perspective, la langue n'est plus seulement un moyen de communication, elle devient le premier stade de justice, celui où s'établit le contrat social, le contrat moral aussi entre l'État et le citoyen. Donc, nous voilà vers des propositions pour une réforme linguistique du droit qui concerne la vulgarisation, la terminologie multilingue, la médiation linguistique et la tradition institutionnelle. Et donc, pour nous, pour construire un droit véritablement inclusif et souverain, il est nécessaire de refonder la politique linguistique juridique autour de 4 axes complémentaires que sont la vulgarisation juridique, une terminologie multilingue, la médiation linguistique, une tradition institutionnelle. Pour la vulgarisation linguistique, il s'agit de rapprocher la loi du peuple par des programmes de sensibilisation en langue nationale, par des émissions radiophoniques. Je pense que ça existe déjà. Il en faut plus, et pas seulement en Wolof, mais dans les autres langues. Des livrets multilingues, on n'en voit pas beaucoup. Des capsules audio, les gens sont très très audio. Des livrets et fiches illustrées pour les enfants. Ces supports, etc., etc. Il y a d'autres possibilités. Et ces supports, maintenant, avec les moyens de communication que nous avons, les possibilités que nous avons en matière de communication, ces supports permettent de vulgariser les notions fondamentales. Par exemple, contrat, ça peut faire l'objet d'une fiche illustrée. La faute, c'est quoi? Ça peut faire l'objet d'un compte illustré pour les enfants. La responsabilité, la notion de responsabilité, la notion de justice, la notion de sanction, tout cela pour faire l'objet de supports didactiques, à travers des exemples qui sont compréhensibles. Et cette démarche contribue également à la littératie juridique. On ne se va pas se limiter seulement à des textes techniques et complexes, mais il y aura beaucoup de littératie juridique en français et en langue nationale. Et cela est indispensable à la participation également citoyenne. Un citoyen qui connaît bien ses droits participe à la vie de la nation. Il y a également faisabilité de faire des terminologies multilingues, parce qu'on est dans un pays multilingue, et la mise en place d'une banque de données terminologiques. Là, je suis en train de coordonner une banque de données terminologiques en ligne pour le domaine notamment de l'éducation et de la tradition. Là, nous sommes pour le moment limités aux mathématiques, aux sciences, c'est-à-dire mathématiques, physique, chimie, langue et communication. C'est destiné à l'époque, mais on va élargir cela. Parce que les notions juridiques vont entrer dans cette banque de données également. Les notions de santé, vous voyez, les notions de technologie. Tout cela, c'est une banque de données qui va être élargie et numérique, que chacun qui puisse faire des textes ou bien traduire peut aller directement sur le site et trouver les mots qu'il faut, au moins. Ou bien proposer des mots qu'il faut. Donc, il faut travailler à cela. C'est un travail qui demande, mais il faut vraiment continuer à enrichir cette base de données. Avec la mise en que ça doit être également multilingue, parce que là, on a commencé avec les 3 langues pour essayer. L'objectif est de mettre les 25 langues du Sénégal. C'est bien possible avec les possibilités de la technologie, de l'informatique. Et donc, elle permettrait et garantirait la cohérence et la stabilité des équivalences juridiques et la création de corpus des termes spécifiques pour servir de base pour harmoniser les termes relatifs à la justice, à l'administration, aux droits humains. Mais cela permettrait également de travailler sur l'intelligence artificielle avec la traduction automatique des termes. Avec les Google Translate et tout ça, si on a assez de termes juridiques, ça permettrait de faciliter la traduction. Donc, nous avons également, comme troisième élément, la médiation linguistique dans les institutions judiciaires. Je pense que ça existe déjà, il en faut plus. Et il serait pertinent d'introduire des médiateurs linguistiques et culturels dans les tribunaux, les services de police, surtout les maisons de justice, à l'image des interprètes en milieu médical. Ça existe, mais parfois même les juges parlent même mieux français que ces médiateurs linguistiques-là. Mieux wolof, je me dis. Et donc, ils s'adressent directement en langue nationale avec les citoyens.
Donc, ces acteurs faciliteraient la compréhension mutuelle entre juges et justiciables, surtout dans les zones rurales où le français est peu maîtrisé. Heureusement quand même, que dans ces zones-là, c'est le Wolof et les langues nationales qui sont utilisées. Donc c'est ça. Et cette réforme, mais malheureusement, c'est à l'oral encore, et il nous faut une société de l'écrit. Pour cela, il faut le développer. Et cette réforme renforcerait la crédibilité et l'équité de la justice en permettant à chacun de s'exprimer dans sa langue sans crainte de malentendus juridiques qui nous arrivent très souvent et qui nous causent énormément de problèmes. La tradition institutionnelle des textes fondamentaux, il faut également de la tradition. Les langues se développent avec la tradition. Le français, l'anglais, l'arabe surtout, ce sont des langues qui se sont enrichies avec la tradition. Donc, il est urgent d'apprendre la tradition officielle de textes majeurs. La Constitution, c'est déjà fait avec Ahmed et Arafat, le Code de la famille, le Code du travail, le droit des femmes et des enfants dans les principales langues nationales. Cette tradition ne doit pas être un simple exercice linguistique, mais un processus continu, participatif, qui va associer juristes, linguistes, communicateurs, leaders communautaires, afin que le texte soit non seulement fidèle, mais vivant et partagé et accepté également. Ces traditions pourraient être diffusées dans les écoles, les universités, les administrations locales, les médias, et qui vont contribuer à la construction d'une citoyenneté éclairée et plurielle. En conclusion, pour une justice qui parle la langue du peuple, c'est ce que nous croyons. Notre étude a montré une fracture persistante entre le droit écrit en français et la société sénégalaise qui vit, pense et arbitre des conflits en langue nationale. Tant que le droit restera formulé dans une langue étrangère pour la majorité, il demeurera distant, opaque et socialement fragile. Un droit n'est légitime que lorsqu'il est compris et partagé. Pourtant, les langues nationales, à travers des notions comme athéon, on a déjà développé tout ça, on l'a montré, portent déjà une pensée juridique enracinée dans la médiation, dans la parole, l'honneur et la réparation. Nous ne cesserons pas de le répéter, parce qu'elle ne relève pas de l'image ou de la poésie. Elle exprime une conception vivante de la justice, orientée vers le lien social et la restauration. Le défi n'est donc pas d'opposer droit moderne et pratique coutumière, mais de bâtir des passerelles linguistiques et conceptuelles. Traduire le droit, ce n'est pas chercher des équivalents seulement mot à mot, c'est rendre les textes accessibles, sans trahir leur sens, et permettre aux citoyens de se reconnaître dans la règle, dans les règles qui les gouvernent. Construire un droit dans nos langues, c'est lier modernité et mémoire, souveraineté linguistique et souveraineté juridique. C'est faire entrer la loi dans l'espace vécu, pour qu'elle soit comprise, discutée, défendue. La réforme du droit commence par les mots. Une justice qui parle dans la langue du peuple devient réellement démocratique. En somme, faire place aux langues nationales dans le système juridique, c'est restituer au droit sa mission première, protéger, éduquer, réparer et relier. À cette condition seulement, la loi deviendra un bien commun intelligible, légitime et partagé pour tous. Merci beaucoup de votre attention. Merci, Dr. Adjaratou Oumar Sall, pour cette présentation riche, pénétrante et profondément ancrée dans les réalités linguistiques et juridiques du Sénégal. Vos réflexions ont non seulement éclairé les enjeux actuels, mais ont aussi ouvert des pistes concrètes de réflexion. Je n'avais pas manqué de le rappeler, la science juridique, à travers l'héritage colonial, reste exclusivement formulée et transmise dans la langue française, ce qui, souvent, peut créer une certaine distance entre le système juridique et une grande partie de la population. Vous avez mis en lumière les enjeux de cette situation, exclusion des langues locales, l'inaccessibilité du droit du fait de son manque de vulgarisation dans les langues locales. Vous avez cité des exemples et il s'agit le rôle par exemple des médias, le rôle que peuvent avoir les médias, l'intelligence artificielle aussi, et aussi on devrait se servir des moyens de communication que nous disposons pour pouvoir vulgariser les langues locales. Vous avez dans votre présentation aussi rappelé le rôle de la tradition orale dans l'organisation de la société et l'introduction des langues locales dans l'éducation aussi,
qui fait partie des initiatives. Pour les écueils, les freins, vous avez cité l'absence d'équivalence des mots. Il y a aussi un risque de déformation. Et enfin, vous avez proposé des pistes fortes, c'est-à-dire intégrer progressivement les langues locales dans la fabrique du droit, ce qui nécessite d'aller, selon vous, au-delà de la simple traduction des textes juridiques, mais de chercher, rechercher, de dénicher dans nos langues locales certains concepts du droit tels que élevés donc de la tradition romano-germanique, c'est-à-dire de la français. Et surtout, donc en somme, je pense à travers votre intervention d'auteur, on a compris que l'accès au droit doit impérativement passer par l'accès à la langue. Merci encore pour cette contribution précieuse. Nous allons maintenant ouvrir le débat pour approfondir ensemble ces perspectives. Je remercie Adéopo pour la richesse de sa communication et la complexité de son discours. À cette époque, il faut aller d'une discipline à une autre avec beaucoup d'aisance. Et c'est quelque chose d'assez remarquable qu'elle a fait. Je vais réfléchir tout simplement d'après ce qu'elle a dit sur les catégories que la langue wolof utilise. Parce que le savoir juridique, comme tout savoir d'ailleurs, est nécessairement catégoriel, classificatoire. C'est-à-dire qu'il y a des catégories, et à part de ces catégories-là, on fait des classiques. Je vais donner l'exemple d'un aphorisme. Ou si vous voulez l'exemple d'un proverbe, ou bien d'une sentence, qui dit ceci. Il y a, je dis en français le mot, puis je traduis en wolof. Deux sœurs utérines ont le même sang. C'est du doom. Bok yu wel, waaye yo bok mel. C'est-à-dire, deux sœurs utérines partagent le même sang, mais leurs enfants ne partagent pas le même sang, mais ont la même substance corporelle, le même. Si on se base pour simplement sur cet aphorisme-là, il y a 6 caractères au moins qui sont en résumé, parce que je ne veux pas aller très long. D'abord, c'est un principe de droit, un principe général qui a été posé en utilisant des catégories spécifiquement propres à la langue. C'est-à-dire, quand on dit le sein est la substance corporelle de mel, on sort de la catégorie biologique pour aller à une catégorie sociale, une catégorie juridique. Alors, le mel, finalement, et le well, ou le sein est la substance corporelle, nous fait partie de la nature au social. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est une forme de pensée analogique que le wolof utilise très souvent. Alors, il est symbolique aussi parce que le sein, ça représente beaucoup de choses. En quoi il est symbolique? Parce que le sein représente la naissance ou la filiation, la descendance d'une fille de sa mère. Parce qu'ils ont des caractéristiques biologiques et sociales propres. Ce n'est pas la descendance d'un garçon, des garçons sang, parce qu'il faudra résumer. Et c'est une pensée qui est symétrique. Parce que toute la pensée wolof, ou toute la pensée africaine, essaie de créer une symétrie, c'est-à-dire une harmonie dans la société. Quand on regarde la disposition physique des seins féminins, on voit qu'il y a des éléments qui sont absolument symétriques, ou en tout cas symétriques. Et en enseignant aux enfants qu'il y a une symétrie à observer, il y a une symétrie à développer, il y a une harmonie à rechercher toujours dans la société. C'est ça qu'on enseigne aux enfants dès le bas âge. Il est anaphorique aussi, c'est-à-dire comment c'est anaphorique? Il y a une répétition de termes. Une répétition de termes, bok, bok. C'est-à-dire le lien social, le lien de parenté est dit 2 fois. Et même on peut dire, selon la version de certains,
que le terme, l'expression ñaari doomu ndey est répété 2 fois en disant ñaari doomu ndey yu jigéen ñoo bokk wel, ñaari doomu ndey yu jigéen seeni doom bokkuñu wel waaye ñoo bokk meen. Donc, il y a ici une répétition de termes qui est extrêmement important et qui induit en fait l'aspect anaphorique. C'est un terme économique aussi, je ne passerai pas sur ça, c'est classifié, c'est juridique, c'est aussi classificatoire. Pourquoi c'est classificatoire? Parce que cet aphorisme, ça pose une double naissance, ou si vous voulez, une double descendance. Une double naissance parce que on parle de ñaari doomu ndey yu jigéen. Donc, il y a la mère des 2 sœurs, et puis ensuite les enfants des 2 sœurs. Donc, il y a deux générations. Donc, il y a une double, comment j'ai appris ça? Une double génération. La génération de la grand-mère, la génération de la mère, des mères, et la génération des enfants. Et au niveau des enfants, on le fait encore une autre classification. Et la classification qui se fait au niveau des enfants, c'est de dire que ñoo bokk wel. Il y a que des 2 sœurs qui partagent le même sang. Donc, on classe à part les 2 sœurs. Donc, on les met à part. Et vous voyez l'aspect classificatoire qui se développe dans cet aphorisme-là. C'est classificatoire aussi autrement parce que on dit que mais tous les enfants des 2 sœurs participent au même, sont de la même substance corporelle. C'est-à-dire, on les classe ensemble. C'est un autre classement qui se fait. Donc, il y a un classement du point de vue de l'ascendance, un classement du point de vue de la descendance, et un classement aussi du point de vue des rapports qui existent entre les enfants, les filles des 2 sœurs et les garçons des 2 sœurs. Les filles des 2 sœurs, elles demeurent dans le sein, parce que le sein est extrêmement important. Puis, on les retrouve ensemble avec les garçons dans le mène, parce qu'on dit ñoo bokk mène. Vous voyez. Voilà en fait ce que je pouvais apporter pour renforcer ce qu'elle a dit. Et ce qu'elle a dit est vraiment fondamental. Moi, je suis ébloui par sa communication. Merci. Merci à vous. Vraiment, c'est un complément très, très important. Parce que ce qu'on dit, il faut connaître la langue. Il faut connaître les sens des proverbes, des dictons. C'est ce qu'il y a au derrière. Parce que seulement, comme il l'a dit, c'est pas seulement des titres classificatoires. Mais ça a des rapports non seulement sur la famille, sur le social, sur le droit, je dis, mais sur le plan économique également. Donc, et la notion de mère aussi qui revient tout. La notion de la femme qui supplante la notion de droit au Sénégal. Merci beaucoup pour cette contribution importante. Et c'est toujours comme ça avec lui, hein, quand on fait notre lexique juridique. J'apprends beaucoup de lui. Ouais. Et puis, il y a la professeure Fatou Kiné comme qui est ici. Je pense que ce serait un plaisir aussi si on pourrait l'entendre ici. Si elle pourrait intervenir. Il y a une question, je pense. Bonjour, je suis doctorant à l'université Amirou Kane. Est-ce qu'il y a une réforme pour l'intégration des langues nationales au sein des instances, des institutions au Sénégal et au niveau de l'Organisation des Nations Unies? Au Sénégal, des réformes pour les langues nationales? Les langues nationales au sein des instances, des institutions au Sénégal et au niveau de l'Organisation des Nations Unies. Non, en fait, bon, je pense qu'il n'y a pas encore de réforme, mais ils sont en voie. Parce que la dernière fois, avec l'ANTESRI, l'Agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de réflexions sur cela, sur ces réformes-là qu'ils veulent poser. Et pour ces réformes-là, les langues nationales vont beaucoup être introduites dans les institutions universitaires, surtout, notamment. Parce que pour le moment, les langues nationales, c'est seulement au département de linguistique, bien sûr, au département de lettres modernes un peu, dans les facultés de lettres et sciences humaines, qui étudient ces langues nationales. Mais les langues nationales doivent être transversales. C'est une question de société. C'est une question de développement, de développement. Ok? C'est une question de dignité. Ça doit traverser toutes les institutions, toutes les facultés. Non seulement en faculté de droit, c'est ce qu'on a proposé lors de l'ANTESRI, que ça soit implémenté dans les facultés de droit, facultés de sciences juridiques, facultés de médecine, etc. à l'ESP, et qu'on collabore, on travaille beaucoup avec eux. Mais également dans les institutions à l'Assemblée nationale, etc. Mais il n'y a pas de réforme écrite. C'est là où il faut aller. Pour les Nations Unies, oui. Bon, pour les Nations Unies, il y a quelques langues nationales qui sont là-bas. Le Swahili, par exemple. Ils sont là. Pour le plan de l'Union africaine.
Il y a également les langues transfrontalières qui sont là avec l'ACALAN, Académie des langues, Académie des langues. Donc là aussi, c'est les langues transfrontalières comme le malinké, le Wolof est là-bas. Donc c'est des institutions qui ont des réformes sur ces langues. Ouais. Mais il n'y a pas encore vraiment le travail qu'il faut là. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour que ces institutions se approprient ces réformes-là et les pratiques. Dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, dans l'exercice de nos fonctions. Il y a aussi une autre question de Yunus Abalakal Sabir Sane, qui fait partie de l'équipe de recherche. Bonjour à l'intervenante, merci grandement pour la pertinence de l'exposé. À vous entendre, on sent maintenant la passion qui vous anime. J'aimerais savoir, au-delà de l'existence institutionnelle, qu'est-ce qui fait de façon concrète ou qu'est-ce qui est fait de façon concrète pour la vulgarisation de la science juridique auprès de la population? Quelle réalisation avez-vous comme actif à l'instant? On le sait, on reconnaît tout ce que le dialogue entre la population et la science juridique est comme un dialogue entre sourds. Par voie de conséquence, qu'est-ce que l'IFAN fait concrètement pour trouver des solutions pratiques à ce problème? Bon, l'IFAN est un centre de recherche. Nous avons plusieurs, nous n'avons pas, nous ne travaillons pas dans le domaine juridique. Il est vrai qu'on a des invités associés, des chercheurs associés qui sont là. Et récemment, nous avons quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le droit dans l'Égypte antique. Et donc, ces notions qui nous expliquent, ce sont en fait, même le droit grégorien dont on parle là, il paraîtrait que ça vient même du droit égyptien, de l'Égypte antique. Donc, il y a beaucoup de termes ils l'ont transformé. Et ils l'ont fait revenir en Afrique. Donc, c'est bien cette trajectoire qui est partie de l'Égypte, qui est allée en Europe et qui est revenue en Afrique. Vous voyez. Donc, lui, il développe ces thématiques-là, mais bon, c'est pas encore très vulgarisé. Nous, ce qu'on fait à l'IFAN également, ce sont ces travaux de terminologie, parce que nous sommes dans le laboratoire de linguistique et nous travaillons beaucoup sur la terminologie. Et donc, comme j'ai dit tantôt avec mon collègue Ahmed Diouf, nous sommes en train de mettre en place un lexique juridique. Mais ça ne se limite pas seulement au lexique mot à mot. Ça se limite, ça va aller jusqu'au concept, comme il a expliqué tout de suite, avec des proverbes, ce qu'il y a derrière ces proverbes-là, qui sont en lien avec la justice, avec le savoir juridique, etc. Ouais. Merci pour cette réponse. Je pense qu'il y a la professeure Fatou Camara qui aimerait intervenir oralement. Professeur, je pense que vous pouvez ouvrir votre micro. C'est tout. Bonjour, bonjour à Dr. Master. Moi, je suis très contente de vous écouter et je voulais d'abord féliciter les doctorants et doctorantes, les chercheurs du laboratoire d'analyse de société et pouvoir Afrique diaspora de l'Université Gaston Berger et aussi le laboratoire d'études et de recherche critique sur le droit en Afrique d'Akda. Donc, je suis membre du laboratoire de Consigan parce que ce que vous avez fait, c'est très important. Mettre en avant la professeure Aïda Retour Massal. Je crois que toutes les personnes qui ont écouté et le docteur Sane Yunus vient de lui dire qu'on sent la passion et elle fait tellement de choses. Et en l'écoutant, elle a posé le constat, de dire les enjeux, donner des recommandations. Donc, quand on dit qu'est-ce qu'il faut faire, moi, je pense que pour pousser l'État à agir, il faut que elle retourne en salle devant la vie partout où c'est possible, qu'on lui donne de la visibilité pour que ces recommandations-là, elle fait que les travaux qu'elle fait soient plus connus, plus vulgarisés. Parce qu'elle travaille beaucoup, il y a déjà le Centre nous, elle parle de l'IA, ça veut dire qu'on est déjà dans le Sénégal de demain. Donc, si on la suit, on est sûr que on sera dans le rendez-vous des clubs qui seront là à l'ère comment je peux dire de ce monde nouveau qui apparaît avec des nouvelles technologies, d'IA et autres. Et je voudrais aussi montrer que la présence du magistrat Amédus vous présenter aussi parce que lui, il est avocat général à Cochicane. Moi, j'en parle à tous mes étudiants. Ils le savent, c'est qui? Mes étudiants qu'on entre pour les juridiques. Et je dis, voilà, un grand magistrat, il est au sommet de la carrière puisqu'il a la Cour suprême. Et pourtant, il s'intéresse, il fait tout ce que s'intéresser parce qu'il écrit des livres sur ça, sur le droit africain en bas, en patois, par la langue. Donc là, ils ont prouvé tous les deux, Adirato Français et Amédus, l'importance de la disciplinarité, les limites et les gestes, les grandes choses qu'on peut faire ensemble, qu'on peut faire avancer la recherche.
et la recherche et montrer au droit africain que la force de qu'on a perdu. On vous a perdu Fatine. Tu nous entends? Oui. Ah, d'accord, ok. vous m'attendez à Mais là, c'est bon, c'est découpé là. Ah d'accord, c'était Simon Guiza, etc. Donc juste pour dire que, pour résumer, que il faudrait inciter n'importe quel arrêt de regroupement salle, autant possible dans beaucoup de médias, qu'est-ce que pour l'entend, quand c'est, comme vous voyez, quand elle parle, c'est passionnant. Voilà, donc merci de l'avoir aidé en bonne première du monde. C'était vraiment, comme a dit notre ami, le maître Omanitra Amédu, c'était on est ébloui comme on y est. Là. Merci, professeur Fatih Kinekomra. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça. Je vais répondre. Parce qu'en fait, Fatkine, c'est ma soeur également. C'est mon collègue. C'est ma soeur que j'estime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que c'est une intellectuelle engagée qui est profondément investie dans la démocratisation du savoir juridique et la promotion sur des langues nationales. Et nous, on a besoin de ça. Parce que quand on fait beaucoup de vulgarisation, en fait, ça, c'est pas pour mais quand on fait de la recherche, c'est l'université qui nous a tout donné. C'est le Sénégal qui nous a tout donné. C'est avec le Sénégal qu'on a appris les langues nationales, l'université et autres. Donc, on s'est dit qu'on va œuvrer pour transmettre ce que nous savons à la communauté. Donc, on a fait vraiment des cours d'alphabétisation en lecture écriture wolof. Et on a eu des intellectuels là. Et c'est ça qui nous a vraiment renforcé qui nous a encouragé à faire mieux. Parce que si on voit des intellectuels comme Fatou Kinekamala, qui est un intellectuel engagé, qui est investi, et d'autres personnes, il y avait le recteur de Bamé également, il y avait des professeurs de l'ESP, tous ces gens-là qui venaient apprendre seulement à lire et à écrire le Wolof et les autres langues aussi, on a ouvert le cours au RSD. Ça montre que c'est ça en fait le futur du Sénégal. Les gens doivent pouvoir s'exprimer dans leur langue et transmettre ce savoir-là à la population. Donc c'est ça c'est notre raison de vie. C'est notre raison de vie. Donc Fatkine représente vraiment cette nouvelle élite qui ne se contente pas seulement de penser le droit, elle le fait vivre et le partage. Donc elle contribue également à construire un savoir juridique enraciné, inclusif, vraiment et national. Vraiment, je l'encourage. Elle a ouvert un centre de culturel qui s'appelle Tere Teranga. Et donc il y a beaucoup d'œuvres en langue nationale qui sont là-bas et fait des cours, des formations et tout. Donc c'est un plaisir de partager, c'est un plaisir de collaborer. Donc tout ce qu'elle dit avec moi, elle le fait encore beaucoup plus. Merci beaucoup ma soeur, merci Fatkine. C'est un plaisir de vous avoir entendu. C'est toujours un plaisir de vous dire. Et d'abord, c'est une notion là aussi dans ces cours de droit. Oui. Les notions de mère, les notions d'autres. Dernier souhait sur ces gestions-là. Je pense qu'il y a une autre question. Pour la mise en place d'une banque de données terminologiques multilingues, en particulier les langues nationales, nous avons noté un manque de données pour des langues nationales. Est-ce qu'il y a de projets ou programmes pour mieux renforcer la banque de données pour les langues locales? Oui, là on est en train de faire une banque de données terminologiques. C'est un projet qui vient de démarrer il y a juste un an. Et pour le moment, on est à 1000 mots. Et comme j'ai dit, ça c'est parce qu'on avait dit notre objectif pour le mois d'octobre c'était 1000 mots. Et chaque fois on progresse. Donc on a la phase de production. Donc là on a collaboré, on a fait ce travail avec l'ESP, les écoles polytechniques, supérieures polytechniques, avec des enseignants chercheurs qui sont là-bas très engagés aussi dans les langues nationales. Et donc ils nous ont fait une belle plateforme, vraiment, avec ces trois langues, le Wolof, le Pulaar et le Serer, sur la terminologie. Et donc c'est quelque chose qui va se développer, Nous sommes maintenant dans la phase de production. C'est pour ça que les gens ne voient pas réellement ce qui se fait, parce qu'on n'a pas encore ouvert au public. Mais dans quelques mois, on va l'ouvrir au public et les gens pourront intervenir, pourront utiliser des données et pourront proposer d'autres données et pourront corriger aussi s'il le faut, etc. Donc c'est quelque chose qui va être ouvert, qui va être ouvert dans quelques années, mais qui va aussi être élargi dans d'autres langues avec d'autres thématiques également. Ouais. D'accord. Ensuite, il y a une contribution des NUS, c'est plutôt une contribution qu'une question. Justement, professeur Fatou Kinekamara, à quoi serviraient les recherches si ceux et celles à qui elles sont destinées n'en comprennent pas le sens et la portée? La collaboration entre juristes, chercheurs globalement et linguistes, plus qu'une utilité, est une nécessité au regard de nos réalités socio-anthropologiques. C'est ça, en fait, c'est ça. C'est pas seulement une collaboration entre chercheurs, entre intellectuels et l'université.
Parce que nous, on a l'habitude de collaborer, mais on collabore en français. Et c'est ça le problème, en fait. Ce qu'on fait là, les théories là qu'on fait à l'université, les grandes théories là, les livres, les ouvrages qu'on écrit, etc. On doit pouvoir le vulgariser avec dans les langues nationales, avec des mots. Même en français d'ailleurs, on peut même aussi le vulgariser pour la communauté qui n'est pas forcément spécialiste de ces domaines-là. Mais écrire ça dans des mots ou bien dans des textes qui sont vraiment accessibles, qui ne sont pas trop théoriques, mais qui sont accessibles, que les gens peuvent comprendre. Aussi bien en français, bien sûr, mais surtout dans les langues nationales, pour l'accès à la communauté. Il ne faut pas oublier que aussi la moitié des Sénégalais sont analphabètes. On ne l'utilise pas comme langue, que beaucoup de gens sont utilisés en français, en wolof, etc., en arabe. Mais il y a un grand gap encore qui reste au Sénégal. Et ce gap-là, il faut toucher ces cibles-là. Ce sont des Sénégalais, ce sont des citoyens. Il faut les toucher, il faut leur dire ce que les voit. Il faut leur dire ce qu'est la science. Ce sont des Sénégalais à part, des citoyens à part. Les juristes servent souvent de ça pour interpréter les articles et embobiner davantage la population. Voilà, c'est exactement. De diversifier les interprétations. C'est ça. Oui. Je pense qu'il y a Younes qui renouvelle ses remerciements. C'est ok, Younes. Il y a aussi Biram Sall. Bonjour tout le monde, c'est Biram Sall, doctorant affilié avec DA. Merci beaucoup, Madame Sall, pour votre superbe présentation. Vous avez su captiver l'auditoire et rendre le sujet à la fois clair et passionnant. C'est une contribution, une question. Mais par rapport à la pluralité des langues, parce que vous avez cité, je pense, 25 langues, est-ce que ça ne pose pas un certain nombre de problèmes? Ça ne constitue pas un frein à l'intégration des langues locales dans la science juridique? Oui, en fait, on ne peut pas faire, vous savez qu'on ne peut pas mettre toutes les 25 langues faire la même chose dans les 25 langues. C'est pas possible. Il faut faire des choix, forcément. Il faut faire les choix. Les choix peuvent être difficiles. Mais je pense que les choix ne seront jamais difficiles s'il y a une bonne communication. Les populations ne sont pas, ils sont intelligents, ils ne sont pas bêtes. Les gens ne sont pas bêtes. Quand on leur explique pourquoi ce choix de ces langues-là, parce qu'il y a des moyens financiers, il y a des moyens techniques, il y a des trucs logistiques. Tout cela, il faut gérer. L'État n'a pas les moyens de faire cela en 25 langues. Donc ça, il faut, moi, si je dis ça, ce qu'il faut, c'est la communication. Il faut parler avec le couple. Il faut leur expliquer pourquoi on a fait ces choix-là. Et que l'objectif est que plus tard, dans quelques années, je ne sais pas, peut-être même dans 100 ans, on ne sait pas, ou bien moi, toutes les langues seront introduites dans le système. L'Union européenne est là avec combien de langues? Toutes les langues de l'Union européenne sont introduites dans le système européen. Et c'est un processus qui a duré il faut préparer tout cela. Il faut préparer tout cela, il faut faire ça bien. Quand on introduit les langues, quand on travaille sur les langues, il faut travailler de façon systématique, avec une très bonne méthodologie, pour qu'après, quand on puisse dupliquer ça sur les autres langues, que le travail ne soit pas quelque chose de tâtonnant, mais quelque chose de facile, de rigoureux. Et le choix doit porter sur quoi? Le choix doit porter sur la véhiculation des langues, par exemple, parce que par exemple, c'est la langue véhiculée du Sénégal, la langue fédératrice. Quand on va à l'étranger, tu vas voir les Ivoiriens, ils vont parler en français. Nous, notre force, c'est quand on va à l'étranger, où on va, dès que deux Wolofs se rencontrent, qu'ils soient Diola ou Kula, immédiatement, ils vont parler en Wolof. C'est ça notre force, en fait. C'est ça notre force. Donc, il y a cela. Mais c'est pas seulement, il faut pas aussi imposer. Moi, je suis contre le fait d'imposer le Wolof comme langue officielle, unique langue officielle. Il y a aussi les autres langues, par exemple le Pula, qui est une langue transfrontalière. Le Mandinka, qui est parlé également en Guinée, en Gambie, etc. Donc, il faut faire le choix en fonction non seulement de la véhiculation de cette langue sur le plan local, national, mais également sur le plan transfrontalier. Donc, ça, c'est important. Mais il ne faut pas oublier aussi les choix. À chaque fois qu'on choisit des langues majoritaires, il faut aussi choisir une langue minoritaire. Pour montrer que vous êtes dedans aussi. Vous êtes partie du peuple, comme exemple. Pour montrer que la faisabilité est là. Et c'est bien possible. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Je pense qu'il est presque l'heure. Vous avez un mot de la fin? Merci beaucoup. En tout cas, merci. Et je remercie surtout mon collègue Ahmed, que j'ai appelé hier là, et que je lui ai dit, il faut que tu viennes là, parce que les notions de droit et d'autres autres là, c'est toi avec qui j'apprends tout le temps. Donc, la voix et sa contribution, qui a été vraiment très riche et pertinente. Et j'ai pas mentionné, en fait, l'association des femmes juristes. Le travail exemplaire qu'ils sont en train de faire. Parce qu'en fait, ils sont sur le terrain. Ils vont faire, je pense, des maisons de justice. Que ça, je pense que ça s'appelle. J'ai oublié le nom. Mais ils sont en train de sensibiliser dans les langues, de montrer surtout aux femmes la notion le droit et le droit. Et les aider dans les questions de justice et de droit.
Et je pense que ça, vraiment, il faut le saluer. Et il faut vraiment l'encourager. Donc, je vous remercie pour votre attention et pour vraiment la qualité des contributions, les questions qui ne font qu'enrichir. Et donc, ce que nous avons partagé aujourd'hui, c'est pas seulement un exercice académique, c'est une invitation à réfléchir ensemble, toujours, comme à réfléchir sur les questions de justice, sur la question de la langue et du citoyen. Parce qu'au fond, rendre le droit accessible, c'est rendre la dignité, c'est rendre la confiance et la participation à chacun. Donc, merci beaucoup et à très bientôt pour d'autres échanges. Ça s'appelle, je pense, boutique de droit de la JS. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, des boutiques de droit, c'est ça. Ok. Donc, à guise de mot de la fin, je tiens aussi à exprimer ma profonde gratitude aux deux laboratoires, de l'ASPAC et de l'ECTA, qui ont rendu possible cette rencontre. Un grand merci aussi à l'équipe de recherche, parce que c'est toute une équipe de recherche qui est derrière ce travail. Merci donc à tous et à très bientôt.